Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le numéro 2500, je sais plus où j'en ai. 28. Ouais. Et si c'est le 28, c'est un sacré chiffre. Ioniq 28 Challenge, si on fait le 28. Ah, j'avais pas fait le lien. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est... La Jeep Avenger, électrique. Bah oui. Attention, c'est la voiture de l'année, donc on rigole pas. C'est une voiture, c'est sur la même base que la 308, la 2008, enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on veut la tester. C'est nouveau moteur made in France et la nouvelle batterie qui n'est pas encore made in France mais qui le sera bientôt. Donc on veut voir un petit peu ce que ça donne. Nous qui avions déjà essayé une 208 à l'époque. C'est ça. Je te laisserai jamais parler. À chaque fois je vois que tu as envie de partir. Non mais non. C'est toi qui vas mettre plus de temps à la couper et refaire la vidéo, donc aucun problème. Donc là c'est la Jeep Avenger, donc électrique, en finition Summit. Donc là dans cette configuration-là, elle est donnée pour 395 km WLTP. Au niveau batterie, donc là il n'y en a qu'une. C'est 54 kWh dont 50,8 utiles. En chimie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. C'est une traction, donc FWD pour Front Wheel Drive. Yeah. Au niveau puissance moteur, on est à 156 chevaux, soit 115 kW et un 260 Nm de couple. Alors que l'ancien moteur faisait 136. Il y a eu un gain de 20 chevaux. Ce qui fait du coup un 0 à 100 acceptable, parce que c'est 9 secondes. Ouais. Et en vitesse max, elle est donnée pour 150 km/h. Au niveau poids à vide, moi j'ai trouvé 1536 kg, ce que je trouve très léger quand même. T'as pas envie de me poser de questions, donc j'enchaîne. Non, vas-y, t'es bien là. Et côté recharge, donc là on est dans le standard. Donc AC 11 kW, du DC jusqu'à 100 kW, mais surtout un temps de charge qui est donné pour 26 minutes entre 10 et 80, donc ce qui est plutôt très bien. Sinon côté équipement, elle est en vente actuellement 18 pouces dans cette finition, donc la plus haut de gamme. Sinon l'entrée de gamme commence à 16 pouces. Je vais filmer les jantes. Du coup on gagne un petit peu d'autonomie en étant à 16 pouces. Donc JC filme les jantes. Et là c'est bien des jantes, il n'y a pas d'enjoliver, il n'y a pas d'aérohuile, c'est à l'ancienne. Elle est équipée de pompes à chaleur de série. Et donc, au niveau du prix, on n'en parle jamais, parce que ça varie toujours. Et puis nous, on est là pour mesurer les capacités électriques et tout. Mais au niveau du prix, ça coûte combien? Le prix d'entrée de gamme en 16 pouces et tout, elle est à partir de 39 900 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 34 900 du coup avec le bonus. Ok. Et celle-là, ce modèle-là, je crois qu'avec le cure et tout, on est à 46. Moi, ça fait 41 avec le bonus, quoi. Donc celle-là, c'est dans les prix d'une modèle Y, d'une Mégane, et c'est plus cher qu'une modèle 3. Ouais. Bon. Donc, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole pour mesurer les consommations des voitures électriques qui débouche sur un classement. Qu'est-ce qu'on fait? On part avec la voiture qu'on veut essayer et la Ioniq 28, toujours la Ioniq 28, c'est pas une comparaison directe, c'est juste qu'elle est là à tous les essais. On part sur un trajet ville-route, autoroute, on relève les consommations des deux à chaque fin de portion et on calcule l'écart en pourcent entre les deux. Voilà. Et c'est ça qui fait le classement. Et à la fin, on remet la voiture à charger, on calcule l'écart à la recharge, mais ça, on vous expliquera tout à la fin de la vidéo. Enfin, tout à fait. Cette voiture, elle nous a été prêtée par Sipa Automobile à la test. On les remercie, surtout qu'on a un peu raté un premier rendez-vous. Hein. J'ai oublié de la prendre la semaine dernière et là, j'ai réussi à y penser. Voilà. Je suis passé vraiment pour un gros boulet. Donc merci à Sipa, merci à eux, c'était super sympa. Excellent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, évidemment, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'aller voir des concessionnaires et de leur dire hey, vous pouvez nous prêter une voiture pour qu'on l'essaye. Ou des marques pour avoir potentiellement faire des projets un peu plus intéressants. Et vous pouvez nous rejoindre sur Insta et sur Facebook et sur Discord. Voilà. Tous les liens sont dans la description. Et qui conduit quoi? Bon alors qui conduit quoi? Est-ce que tu sais, et tu le sais pas, que dans ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une Renegade. Ah ouais? Ouais. Donc je pense que la Jeep c'est pour moi. D'accord. Ouais. Tu te sens baroudeur? Ouais, je me sens aventurier. Allez. Allez, bon bonne route alors. Tu sais qu'on part ensemble quand même. Ouais, mais si tu vas dans le sable, je suis pas sûr de te suivre. Ah, ouais. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, c'est parti, on va régler la voiture pour le protocole Ioniq 28 Challenge. Alors, le protocole Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est, petit 1, la clim à 22. Hop, ici, on peut ajuster via l'écran de clim la température. On peut le faire aussi ici, de façon tactile. On monte, on descend, on monte, on descend, enfin l'inverse, bref, vous avez compris. Clim à 22 en mode auto. Alors là, c'est un truc qui est un peu étonnant. C'est que ici, il y a plusieurs modes auto, mais quand on clique dessus, ça change pas le mode, il faut le faire ici. Et quand on appuie là, ça fait varier le mode auto de plus fort à plus faible. C'est très étrange que là, ça marche pas. Bref. Ensuite, en termes de mode de conduite. Mode de conduite, c'est ici. Alors, c'est pas très pratique entre les sièges, je trouve. Donc, on appuie au-dessus, en dessous, et ça fait changer les modes de conduite. Donc, normal, sport, éco et sable et boue.
neige. Ah ouais, je pense que cette voiture n'ira jamais dans le sable. Donc nous, on est en mode normal. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on conduit toujours avec le mode de régène le plus fort. Donc nous, ici, c'est un mode B, le fameux mode B. Alors, le sélecteur de vitesse, il est ici, là. Un peu à la sauce Fiat 500. Dites-nous en commentaire si vous aimez. Moi, je trouve que l'emplacement, il est pas terrible. On préfère vachement les sélecteurs ici au volant. Bon, voilà. Si tu veux passer en mode B, il faut appuyer sur D une fois et rappuyer ensuite. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que si on passe en marche arrière pour faire une manœuvre, si on repasse en mode D, eh ben, il n'y a pas le mode B. Il faut réappuyer encore une fois. Ça, c'est un petit peu pénible. Voilà. Ça, c'est cool. Vite fait, un petit mot sur l'interface pendant qu'on est à l'arrêt. C'est une interface comme ça qui fait vraiment très très basique. On se croirait sur un vieux Windows. Est-ce que c'est réactif? J'ai du mal à juger. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que quand vous appuyez longtemps dessus, eh ben, vous pouvez personnaliser tout l'écran. Vraiment modifier l'apparence. Vous pouvez supprimer ça, le mettre à la corbeille et rajouter des icônes à la volée. Ça, c'est assez cool. Et pareil pour l'écran, dans la partie conducteur, vous pouvez choisir ici ce que vous voulez afficher. Donc, par exemple, nous, ce qu'on va afficher, c'est d'un côté, ici, par exemple, le GPS, et de l'autre, la conso, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu quand même. Voilà, ok, et voilà. Et là, j'ai la conso et le GPS. Je vais mettre mon téléphone ici, sur la dalle à induction pour que ça charge. Et j'ai pas précisé qu'évidemment, on est à 100%, on part toujours à 100% de batterie et je vais passer en Apple CarPlay car il y a Apple CarPlay sans fil et je vais appeler Alex. Allô? Ouais. Allez, go? Allez. Quelle heure il est d'ailleurs? Il est 8h. Il n'y a pas l'heure sur cette voiture? Ah, 8h04, si, mais parce que je suis sur Apple CarPlay. Juste pour signaler à tout le monde qu'il fait 22 degrés dehors, 23 degrés dehors. Grand soleil. Le protocole, il implique de rouler entre en gros 15 et 25 degrés. Donc sur la fin du parcours, on sera sûrement au-dessus de la température. Bon, voilà, on vient de partir. Est-ce que déjà en partant, t'as eu de la régène ou t'as eu un affichage limité ou... Oui, alors j'ai eu un affichage limité. Il est apparu une seconde, donc si je l'avais pas vu, je t'aurais pas dit, mais je l'ai vu. Il y avait marqué mode B limité. D'accord. Alors ça, on pensait que Stellantis avait justement via une mise à jour réglé ce problème. Et a priori, non. Donc ça veut dire que quand tu es à 100% de batterie, tu es potentiellement un peu limité en régène. Ce qui veut dire que sur les grosses décélérations, quand tu vas lever le pied, ça va ralentir moins fort que quand tu es à 80% de batterie, quoi. Du coup, tu as différents niveaux de régène. Tu parles du mode B. Ouais, bah c'est ça. Là, on est chez les constructeurs à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc t'as pas de palette. T'as deux modes. T'as le mode drive et le mode B. Il y a des gens qui pensent que le mode B, c'est quand tu es à la montagne. Ouais. Non. Le B, c'est pour mode break en fait. Hein. C'est juste pour apporter un mode de freinage, quoi, c'est tout. C'est juste un mode pour augmenter la régène. Et figure-toi que j'ai discuté avec quelques personnes, quelques constructeurs, etc. Et en fait, ce qui semble sortir de ça, c'est qu'en fait, les constructeurs ont très peur de choquer les clients qui viennent du thermique. Et que donc, ils ont mis de base une régène à leur voiture. Donc une force de freinage régénératif comparable à celui d'une thermique en fait. Enfin, du frein moteur d'une voiture quand tu rétrogrades pas comme un porc, quoi. Exactement. Et que donc, ils ont rajouté un mode B pour ceux qui veulent un peu plus de régène. Enfin, en même temps, quand t'es pas en mode B, il y a vraiment pas de régène. Hein. C'est même pas le mode frein moteur là. C'est carrément, tu restes en 5e à 50 km/h, tu lâches l'accélérateur, il se passe rien, quoi. D'ailleurs, même en mode B, le freinage régénératif il est plutôt faible. Ouais. En gros, si vous venez d'une voiture thermique, ça va pas vous choquer. Vous allez même trouver qu'il y a beaucoup de frein moteur quelque part, donc de freinage régénératif. Mais si vous venez d'une voiture électrique type Tesla, Hyundai, etc., et que vous avez l'habitude de rouler sur une Hyundai par exemple en niveau 3 ou en one pedal, là c'est assez choquant. C'est-à-dire que là on est vraiment obligé de freiner à plein de moments, quoi. Bah du coup ça enchaîne avec la question est-ce qu'il y a du one pedal? Bah non. Hein. Bah non. Donc ça veut dire que quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit et se met en rampage, c'est-à-dire elle roule à 3-4 km/h comme une boîte automatique normale. Par contre, il me semble qu'elle a de la régène au frein. Ouais, il y a de la régène au frein. Donc c'est qu'ils sont capables de... Enfin voilà, ils savent faire plus de régène. C'est vraiment un choix stratégique, quoi. Exactement. Il y a vraiment une puissance de régène disponible. Alors là, on va le voir. Donc quand on accélère, il y a la petite barre qui monte vers le haut sur l'indicateur de puissance à gauche de l'écran devant le volant. Quand je lâche l'accélérateur, ça descend. Et si je freine, hop, ça augmente plus.
Donc ça veut dire qu'il y a une capacité de régène importante sur la voiture et qu'il pourrait mettre une régène plus forte. Mais non. Tiens, là on va passer le passage à niveau qui fait secouer un peu la voiture. Ah, par contre, c'est hyper bien amorti, je trouve. Ah ouais, la voiture, elle a pas bougé. Hein. Ouais. Enfin là, franchement, ça avait l'air hyper bien amorti, quoi. Bah ouais, non, c'est pas mal. Par contre, les sièges, un petit peu durs quand même. Bah justement, c'est la question suivante, c'est les conforts des sièges. Eh ben, ils sont un petit peu durs. Donc là, on n'est pas sur du mi-dur mi-mou, on est sur du bien dur. C'est des sièges en cuir, ils sont beaux d'ailleurs, c'est du beau cuir, je trouve. Mais ça mériterait un petit peu de confort, quoi. Par contre, c'est très surprenant d'avoir le haut de gamme siège en cuir et avoir le siège réglable manuellement, quoi. Ouais, grave. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh, les sièges réglables manuels, ça va, ça se fait, quoi. » En plus, c'est une Jeep, c'est ruste, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que si tu passes sur des sièges manuels, ça veut dire que donc tu perds. Parce que sur l'écran, dans le système, tu as une gestion multi-utilisateur. Et nous, ce qu'on kiffe, c'est que quand tu choisis un utilisateur, ça règle les sièges en fonction de l'utilisateur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pratique. Et les rétros. Voilà. Il y a vraiment un côté super pratique à ça, tu vois. C'est pas que du gadget. Et bah non, du coup, vu que les sièges sont manuels, tu n'as pas cette chance. Et sinon, donc au niveau de l'habitacle en général, les matériaux, l'ergonomie. Alors au niveau de l'habitacle, vite fait, c'est du plastique dur absolument partout, sauf ici au niveau de la coudoir du bras gauche et la coudoir centrale évidemment. Mais sinon là c'est dur partout. Il y a cette barre jaune, dorée plutôt, qui est plutôt sympa, moi je trouve. Ah, moi j'aime bien. Après, c'est d'ailleurs le seul truc qui ressort un peu, parce que tout le reste fait un peu cheap. Enfin, plastique, pas haut de gamme. Par contre, ça a l'air quand même solide. Ouais. Je sais pas quoi penser. C'est-à-dire que si c'était pas très cher, je dirais c'est très bien. Mais au prix où c'est vendu, comparé par exemple à l'intérieur d'une Renault Mégane, je trouve qu'on est vraiment un cran au-dessous, quoi. Surtout que là, on est dans la finition la plus haut de gamme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même des boutons, surtout pour la clim ici. D'ailleurs, en parlant de boutons, pour moi, c'est pas possible. Hein, les boutons à la Fiat 500 pour mettre le mode drive, marche arrière. Ouais, là. Ça, je comprends pas. Je sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Alex va faire un AVC. Je vais lui en parler en plusieurs fois pour pas le... Non mais là, le top d'ergonomie, c'est quand même une commande au volant. Mais là, les boutons, il n'y a pas moins ergonomique que ça, je trouve. Mais bon, bref. Ouais, et puis comme je l'ai montré dans l'intro, quand tu passes en marche arrière et que tu repasses en marche avant, t'as de nouveau perdu le mode B, c'est relou. Bon, bah allez, on enchaîne avec la partie multimédia, les écrans. Qu'est-ce que t'en penses? C'est assez bizarre parce que t'as des possibilités de customisation des deux écrans qui sont sympas. Ça me fait beaucoup penser à Windows Mobile, tu vois, avec des tuiles carrées que tu pouvais placer comme ça sur l'écran d'accueil. Sinon, après, bah, on est vraiment... rien n'a avancé depuis 10 ans, quoi, tu vois. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose dedans. Et tu vois, par exemple, la Ioniq 28 dans laquelle t'as un écran plus petit. Mais après, niveau fonctionnalité, on est pareil, tu vois. Ouais, je vois. Il y a une seule diff, c'est que ici, tu as Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que du coup, j'ai accès à Spotify, etc. Enfin bref, c'est cool. Mais sinon, l'interface elle-même, bon, voilà. Ça fait le job, quoi. Vraiment, le premier truc qui ressort de cette voiture, c'est qu'on est vraiment sur une voiture old school. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui sortent, qui proposent des choses au niveau multimédia, au niveau plein de trucs qui sont vraiment super sympas et vraiment très modernes. Et cette voiture-là qui sort aujourd'hui me fait penser à une voiture... ça me fait penser à une Kia Niro d'il y a 6 ans, quoi. Après, pour tempérer quand même tout ça, là on décrit un peu tout ce qui est bien ou est moins bien, mais plein de gens, toute cette partie-là, ils s'en fichent royalement en fait. Eux, ils veulent une voiture monter dedans, la conduire, l'amener du point A au point B, qu'elle consomme pas trop, qu'elle soit jolie. Voilà, ça répondra, ça se trouve, parfaitement aux critères de plein de gens. La preuve, ta Ioniq 28, tu l'as pas mis à jour tant que ça et elle répond parfaitement à ton quotidien. C'est-à-dire que si aujourd'hui je peux choisir entre une voiture avec un beau système multimédia et des mises à jour et une voiture comme celle-là, je vais plutôt partir sur la voiture avec un beau système multimédia et des mises à jour. Bon allez, on arrive sur la fin du parcours de ville. Bon pour moi, j'ai une bonne conso habituelle. Eh ben écoute, moi j'ai une super conso. Ah. C'est pas une surprise parce qu'avec la 208, même si c'était pas le même moteur, même batterie, c'est la même base et on était sur les mêmes délires. Donc je pense qu'on est sur une voiture qui est plutôt optimisée ville-route. On va se garer là. Alors on se donne pas les consos, on se les donne à la fin. Hein. Les habitués savent et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, vous allez le découvrir. On va donner toutes les consos à la fin. Ce qui nous met un peu de suspense même entre nous, quoi. Voilà, exactement. Allez, photo. C'est beau ça. C'est une belle conso ça. Alors maintenant la question c'est... Alors je passe en P. Et quand on se met en P, il n'y a pas le frein de parking automatique qui se met en place.
on est obligé de le mettre à la main. C'est un peu dommage. On va voir si la voiture compte la consommation à l'arrêt. Vu que la voiture consomme un peu de lumière, de machin, de clim, normalement la consommation va augmenter. On va voir si ça augmente. Bon allez, on va faire une petite compète de vitres là. Allez, 1, 2, 3. Eh bonjour. Et il y a presque égalité, hein? Non. Si. Ah non. Mais si. Bah, bon, les gens jugeront, mais moi je pense qu'il y a presque égalité. Ah non, t'as bien au moins une seconde de retard. Ok, on recommence. 1, 2, 3. Ouais, bon, ok, il y a une seconde de retard. Bon allez, on va faire un test de fenêtre arrière quand même. Et bien sûr, on fait un test de fenêtre arrière. Tu crois quoi? Allez. Vu qu'il y a un petit montant de custode derrière, Ouais, normalement ça devrait être imperfect. normalement ça va jusqu'au bout, ça. Ah, il y a un tout petit bout de vitre qui dépasse, mais non, c'est parfait. Oh ouais, non. C'est bien, les enfants, ils pourront voyager comme ça. Putain, j'ai niqué la caméra. Tu me vois, on se voit toujours là, c'est bon. Bon, bah voilà, belle conso. Ah, la conso a augmenté depuis qu'on a arrêté. Ah donc prends en compte la consommation à l'arrêt, ce qui est une bonne chose. Bon, on passe à la route ou pas? Allez. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, sur cette chaîne, il y a une tradition qui consiste à faire un shifumi pour savoir qui part en premier sur la route. Ça n'a aucun intérêt parce qu'au milieu de la route, on change les positions pour pas qu'il y ait un bénéfice aérodynamique. Mais voilà, effectivement, je suis à 80% de victoire et j'adore. On y va? Et j'espère quand même remonter la barre. Allez, Shifumi. Allez! C'est fou! Mais heureux au jeu, enfin, malheureux en amour. Enfin, donc, c'est l'inverse. Tu dois être très heureux dans ton couple. Tu dois être très heureux dans ton couple. Ah ouais, qu'est-ce que je suis heureux. Bon, allez, on remet à zéro les consos. Allez. Je trouve que Android Auto, c'était plus joli que Apple CarPlay. Bah moi c'est l'impression que j'avais aussi quand je voyais les écrans Apple CarPlay. Je trouve que c'est pas très beau, là. Bon, bref. Vas-y, passe derrière moi pour voir si j'ai la détection de passage arrière. Ouais. Sur cette automobile, on a un radar de recul. Non, que dalle, hein. Vas-y, passe. Ah ouais, bon, non, t'es passé. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et là, on voit la caméra 360 qui est en fait une caméra qui construit le 360 au fur et à mesure où on recule avec les images qu'elle filme de la caméra arrière. C'est assez rigolo, mais on serait sur une voiture à 30 000 €, je dis pas, mais sur une voiture qui coûte aussi cher, ça fait un peu queuse, comme disent les jeunes de 45 ans. Allez, je me remets en mode B. Bon, moi j'enclenche le régulateur. Est-ce que tu as un régulateur sur ta voiture? Ouais, régulateur adaptatif, il est un peu à l'image de ce qu'on a vu sur la Fiat 500. Il est super, moi je l'aime bien. En tout cas, je l'aime bien dans son fonctionnement. Déjà, il est actif tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as activé le régulateur de vitesse, quand tu allumes la voiture le matin, il est prêt, il sait à quelle vitesse il peut rouler. Et tout de suite, tu as un petit truc dans l'écran derrière le volant qui te dit OK si tu veux tout de suite l'activer à la vitesse qu'il a détectée. Je trouve ça génial. Et ensuite, à chaque nouveau panneau, à chaque changement de vitesse, tu as le panneau, une flèche avec marqué OK point d'interrogation et ton réglage de ton régulateur. Donc tu n'as plus qu'à faire bouton OK et hop, ça synchronise la vitesse que lui a vue et la vitesse du régulateur de vitesse. Je trouve ça super pratique. C'est vrai que c'est intuitif tout de suite le coup du panneau. Après, la mise en route, je la trouve pas hyper intuitive au départ pour au moins le configurer. Mais par contre, une fois qu'il est actif, justement, c'est super clair. Et même d'ailleurs, quand la flèche a disparu, on a testé hier, si on reste appuyé sur OK, on va quand même pouvoir se mettre au panneau, même s'il n'y a plus marqué le OK. Quand il n'y a plus cette aide à te dire est-ce qu'on synchronise, si tu rappuies sur OK, il te repropose de synchroniser, tu appuies une deuxième fois, ça synchronise. C'est vraiment top. Bon, par contre, c'est pas un régulateur de vitesse adaptatif intelligent, contrairement par exemple à la Mégane, qui finalement est sa grande concurrente parce que voilà, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent, c'est-à-dire que quand tu arrives dans un rond-point par exemple, la Mégane ralentit pour rentrer dans le rond-point, elle se met à 30, tu prends le rond-point à 30 et elle réaccélère derrière, elle n'en est pas capable. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de voitures qui le font quand même. Non, vraiment, ce régulateur, il est hyper intuitif. C'est pareil quand tu freines, il s'arrête forcément. Et là, tu as un panneau, tu as un petit bouton pause, enfin, non, un petit picto pause qui s'affiche dans l'écran. Et quand tu réaccélères, eh ben, il y a un bouton pause lecture en fait qui t'incite à appuyer sur le bouton pause lecture pour le relancer. Non mais vraiment, il est hyper intuitif, c'est super bien fait. Je vais activer le lane assist. Alors là par contre c'est chiant, il faut appuyer sur le bouton assist et ça c'est pas très intuitif. Et ce qui est surtout super pas intuitif, c'est quand tu veux arrêter le volant, ça arrête aussi le régulateur de vitesse. C'est dommage. Donc là j'ai le lane assist et
Je peux lâcher le volant, la voiture suit les lignes. Mais ça, on en reparlera, c'est pas terrible. D'ailleurs, il faudra qu'on voit si elle nous fait une 208 comme on disait. Parce qu'à l'époque, la 208 sur autoroute avait tendance à vouloir prendre les bretelles de sortie. Voir si on aura le même cas quand on ira sur autoroute tout à l'heure. Alors le lane assist, moi je le trouve vraiment pas génial. Il fait des erreurs de lecture par rapport aux lignes, tu sais, les raccords enrobés, les trucs comme ça. Il les prend pour des lignes et t'as des petits coups de volant très souvent. Et il y a un réglage de sensibilité dans les menus? Non, j'ai pas trouvé. Là par contre, tu vois, on est en plein soleil de face et elle voit les lignes, c'est pas mal. Des fois, elle me colle sur la ligne de droite, des fois, elle me colle sur la ligne de gauche, je comprends pas pourquoi. Il me semble que sur la 208, l'assistant maintien de voie, si tu te cales à droite ou tu te cales à gauche, il va rester collé à droite ou collé à gauche. Contrairement à d'autres voitures où il va faire en sorte de se remettre au centre, là, il est comme s'il prenait en compte la position que tu veux être dans la voie. Et surtout, t'as des sensations dans le volant qui sont pas très agréables. Là, sincèrement, c'est pas agréable. Sincèrement, sur les petites routes comme ça, je pensais bien sur l'autoroute, mais là, c'est pas très agréable. Il y a un léger blocage de volant comme une Tesla. Par contre, quand tu bouges le volant, que tu reprends la main, ça désactive pas le système, contrairement à une Tesla. Et d'ailleurs, on va lui faire passer l'autopilot challenge à cette petite voiture dans quelques minutes. Ce sera l'objet d'une autre vidéo où elle sera confrontée probablement à 2 ou 3 autres concurrentes. Et on verra ce qu'elle donne sur nos épreuves. Donc je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. T'es abonné toi à notre chaîne, Alex? Non, jamais je m'abonne aux chaînes moi. C'est de la merde. Je ne veux pas donner de crédit à ces youtubeurs. Ouais, puis il y a un des deux là, le barbu, quand il parle on comprend rien, c'est chiant. Même moi quand je regarde nos vidéos je comprends rien alors je m'abonne pas. Et qu'il est con. Ouais, t'as pas du lane assist mais est-ce qu'il y a un volant capacitif? Non, pas de volant capacitif. Bon, un petit virage là. Ouais, c'est bien. Hein. Putain, elle prend pas de roulis, c'est bizarre parce qu'elle est plutôt haute, tu vois. Non mais on sent qu'au niveau châssis amortissement c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. En tant que voiture, purement voiture, ça a quand même l'air d'être une bonne voiture. Oui, voilà. À force de rouler en électrique, d'en essayer quand même pas mal et de vivre l'électrique tous les jours, il y a quand même des spécificités à la voiture électrique et on sent que Stellantis, pour l'instant, au niveau des spécificités électriques, ils sont un petit peu à la bourre. Alors par contre, tiens, attends juste 2 secondes. C'est un truc que j'ai remarqué, et là je vais encore de le remarquer. Le régulateur, il est plutôt brusque. C'est-à-dire que là, il y a eu un ralentissement devant, ça a mis un coup de frein un petit peu fort, tu vois. Allez, on arrive au milieu du trajet route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les positions. Là, on est dans un endroit où on ne se capte pas au téléphone avec Alex, donc j'espère qu'il va bien déclencher tout ça. Voilà. Ouais, là on change de position. Toujours aussi ridicule de se faire des petits coucous quand on se double, mais bon. J'ai eu pas mal de petits coups de volant là sur la route pourrie, c'était assez désagréable. En étant avec le lane assist activé? Non. Enfin oui, mais il était désactivé, il était gris, mais tu sais, c'est l'anti-franchissement de ligne. Ah d'accord, c'est vraiment le passif qui était intrusif. Ouais, il a fait des fausses analyses avec les raccords enrobés et il me mettait des coups de volant, c'est pas très agréable. C'est là où on voit la force des grands constructeurs qui arrivent à gérer ça et qui arrivent à comprendre où sont les lignes malgré une chaussée dégradée, quoi. Si ça doit faire une action, il faut qu'elle soit sûre quelle est cette action à faire, vaut mieux sinon qu'elle fasse rien en fait. Exactement. Et effectivement, encore moins t'engueuler parce que tu roules trop vite alors qu'en fait c'est elle qui a pas eu la bonne vitesse. Je ne pense pas à une voiture en particulier en disant ça. C'est pas mal quand même. Hein. Là, tu vois, là, je peux y aller. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, par contre, là, on fait une petite accélération d'insertion. Moi, pour l'avoir essayé hier, je trouvais que c'était un peu pas mou, mais il y avait de la latence entre le moment où tu appuyais sur l'accélérateur fort et que la voiture partait. Il y avait presque une seconde de réaction en fait. Non, et puis même le moteur, c'est pas dingo quoi. L'accélération. Si t'as envie d'avoir un peu de sensation, faut vraiment être en mode sport pour le coup. Parce qu'en mode normal, ça accélère vraiment. T'as pas vraiment l'impression de rouler en électrique en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Mais bon, c'est très bien. Hein. Sauf que pour le même prix, t'as des Mégane à 220 chevaux, des MG4 à 200 chevaux, des Niro à 200 chevaux et des Tesla Model Y à 300 chevaux. Donc là, les 156, ils ont un peu de mal quand même. Dans beaucoup de voitures électriques, t'as un plaisir de conduite qui est assez fort parce que la voiture pousse quand même et quand tu veux doubler, etc., c'est fort. Et là, dans cette voiture, tu l'as pas. Voilà. Alors encore une fois, si tu viens d'une thermique, tu seras très content. Si tu viens même d'une Kona, ça va te paraître mou quoi. Bon allez, on arrive à la fin du parcours de route. Ah, attends. Ah ouais, mais attends, c'est le diamètre de braquage. Ça va, ça tourne bien, regarde où je suis par rapport à toi. C'est pas mal. Allez, on se remet bien. Non, ça braque bien, c'est très agréable.
D'ailleurs, t'as pas de treuil sur ta voiture? Non, il n'y a pas de treuil. Une Jeep sans treuil? Je comprends pas. Tu sais, dans la Jurassic Park, tu vois, pour pouvoir s'accrocher, sortir des... tu vois. Bah bien sûr, remonter le muret là. En plus, il y a une batterie quand même importante, on peut alimenter un treuil. Ouais, c'est ça. En même temps, il n'est pas électromotrice, donc t'as peut-être tout match le treuil. Bon, arrête de parler, faut que je prenne une photo là, bordel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce détail-là à faire. Moi, je raccroche. Bonjour. Bonjour. Un McNugget, s'il vous plaît. Ah, il me fait chier à chaque fois à faire cette blague. Eh non, tu vois, c'était pas un KFC. Mais c'est quoi un McNugget? Ça n'existe pas. Tu vois, comme quoi je vais même plus au McDo, hein, tu vois. Niveau conso, en ville on a fait moins que la 208 et sur route on a commencé à faire un peu plus. Ah. Normal. Le pare-brise vertical joue beaucoup, je pense. Alors ça, plus peut-être que si c'est la nouvelle architecture, nouveau moteur, nouveau réducteur, peut-être que... Genre, rien que la calandre est moins aérodynamique que toute la Ioniq 28, je pense. Oui. Et il y a les pneus aussi. Après, elle a une bonne garde au sol aussi. Hein. Non mais il n'y a rien pour que ça soit économique, tu vois. C'est horrible en plein... J'ai le soleil là, et quand je te parle, je vois tous mes poustillons partir comme ça. J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice à chaque parole. Je ne sais pas comment relever ce feu d'artifice, mais... C'est horrible. En plein soleil, métallisé, on le voit bien. Hein. La peinture, elle est vraiment belle. Il est métallisé, quoi. Là, au moins, tu sais que tu as payé l'option. Mais on voit que c'est un constructeur de bagnole, tu vois. Il y a de la belle peinture, il y a des choses et tout comparé à Tesla où tu as 5 couleurs, les 5 sont dégueulasses. En tout cas pour la Model 3 parce que pour la Model Y il y a des belles couleurs maintenant. Là on voit il y a des belles couleurs, il y a des choses, bon. Ouais mais comme je te disais hier par rapport justement à Tesla, par rapport à cette voiture, c'est que Tesla, ils font quand même en sorte de faire des voitures pas trop chères en économisant un peu sur différents matériaux ou autres, mais ça se ressent pas trop dans la voiture. Alors, on a quand même une sensation d'avoir une voiture premium. Alors que là, on sent qu'ils font en sorte de faire des économies pour pouvoir faire un minimum de marge, mais du coup, on sent des plastiques pas premium. Et du coup, là, l'utilisateur le voit qu'on a fait des économies. C'est ça qui est bizarre, c'est que là c'est du plastique vraiment pas quali, et là c'est un siège en cuir quali. Oui. Ouais. C'est genre, on a mis du premium, mais pas trop. Mais manuel le siège. C'est trop bizarre. Et pas chauffant ni ventilé, je sais pas, ils sont chauffants. Si, chauffant. Pas ventilé. À l'arrière, le coffre, il s'ouvre électriquement, on le verra tout à l'heure. Mais à l'avant, il n'y a pas un vérin. C'est une tringle que tu mets pour tenir le capot. Ah, mais ça, c'est le côté Jeep. Ouais, c'est vrai. Déjà, il y a une tringle. Normalement, une Jeep, limite, tu le rabais sur le pare-brise. Non, tu l'enlèves. Tu poses le capot à côté quand tu répares la bagnole. Ou tu le poses sur le pare-brise, tu vois. Bah, bien sûr. Bon, allez, on part sur l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, je veux ma revanche, même si je vais finir par abandonner ce jeu qui n'a aucun respect pour moi. Je pense que tu crées envers notre communauté une certaine empathie, tu vois ce que je veux dire? Les gens ont de la peine pour moi, tu penses? Les gens ont de la peine et se disent « Oh putain ». Tu sais, j'y crois plus en fait. Shifumi. Non. J'ai failli faire feuille en plus. Ouais, j'ai réfléchi. J'aurais pas dû réfléchir, putain. Bon bah voilà, bon, pas d'association pour me soutenir. L'honneur est sauf. Allez, on remet à zéro. Sauf que ça n'a aucun intérêt, hein, mais... Mais si, c'est la baston. C'est ça, mais il n'y a pas d'avantage à être devant, quoi. Allez, je me suis remis en mode B, même si ça sert à rien sur l'autoroute, en gros. On va voir si ça fait mal hein, sur l'autoroute, comme on l'a un peu craint en ville tout à l'heure. La conso sur autoroute de la 208, c'était 20,3 kWh, ce qui est quand même beaucoup pour une citadine. Surtout qu'il y a une aéro qui est plutôt... Enfin, elle a l'air d'avoir un aéro pas trop dégueulasse, la 208. On devrait être sur un 22 kWh au 100, là. 22-23 avec la Jeep Avenger. Alors là, elle voit le panneau 130. Ok, je lance. Je fais OK, c'est calé à 130, c'est magique. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est marrant parce que je trouve ça très cool, alors que j'ai pareil avec la Tesla, tu vois. Je peux synchroniser la vitesse manuellement. Mais la Tesla, faut baisser une manette pendant quelques secondes. Et là, faut juste appuyer, boum, c'est fait. Et je trouve ça, je trouve ça 100 fois plus pratique, quoi. Ouais, surtout que c'est quand même vachement plus intuitif. Donc quand on a fait la vidéo sur Model 3, justement, on expliquait qu'il fallait rester appuyé sur le levier pour synchroniser. Il y a plusieurs personnes qui ont mis en commentaire « Ah ben vous m'avez appris quelque chose, je le savais pas. C'est pas naturel, quoi. Exactement, alors que ça allait complètement sur cette voiture. Bon allez, sur autoroute, les sujets principaux, c'est la recharge. Du coup, on va commencer par la vitesse de charge. On est sur une puissance de charge en maximale de 100 kW. On va dire, on s'en fout un petit peu, au final du max. Le principal, c'est le temps, en fait. Hein. Exactement, donc c'est 100 kW et par exemple une Mégane, c'est 130. Donc on pourrait se dire la Mégane va beaucoup plus vite. Mais l'important, c'est pas le pic de charge, c'est la courbe de charge. À savoir comment la charge se comporte tout le long de la charge. Et pour le coup,
Là, on fait le 10-80 en 25 minutes. Alors que la Mégane a fait un 10-80 en plutôt 35 minutes. Même si la Mégane a une batterie un peu plus grosse, 60 kWh contre 50 ici. Néanmoins, je pense, on le verra après dans nos chiffres dans le tableau, que 25 minutes c'est plutôt pas mal. Que si la voiture consomme pas trop, ça va faire un chiffre sympathique. Moi, c'est carrément acceptable, 25 minutes. Je trouve, voilà, on est en dessous des 30. C'est très bien. Après, encore une fois, il faut voir combien de kilomètres elle arrive à recharger en 25 minutes, mais ouais, c'est correct. Après, il y a quand même un petit bémol. À notre connaissance, elle n'est pas équipée de préconditionnement, qui permet que du coup, l'hiver, on ait encore des bons temps de charge. Et là, potentiellement, ça peut se dégrader et être moins acceptable du coup l'hiver. Pareil, elle n'est pas équipée du plug and charge. Après, il y a encore assez peu de modèles qui sortent aujourd'hui qui sont équipés du plug and charge. Par contre, elle est compatible donc avec les systèmes autocharge et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes débutant dans la voiture électrique, je comprends qu'entre plug and charge et autocharge, ce soit quand même un peu compliqué. Vous verrez ça par la suite en fait. Est-ce qu'on peut gérer une limite de charge dans la voiture? Alors ça, j'ai pas vu, tiens. Écoute, j'ai pas l'impression. Bon, par contre, il y a une programmation de charge, ça c'est sûr. Pour pouvoir recharger par exemple en heure creuse et bénéficier de tarifs super avantageux, par exemple si on est en offre tempo d'EDF, etc. Bon, maintenant, on va parler un peu du planificateur, s'il y en a un dans la voiture, de manière à pouvoir préparer un parcours. Est-ce qu'on nous indique où se recharger, à combien de pourcents, etc. Au niveau planificateur, c'est un système un petit peu complexe. Vas-y, tu peux nous dire, Alex? Moi, les infos que j'ai, c'est que pour pouvoir avoir le planificateur, il faut déjà avoir pris l'option GPS de la voiture. En tout cas, chez Peugeot, c'est comme ça. Si on n'a pas l'option GPS, déjà, on ne peut pas avoir le planificateur. Et en plus, pour l'avoir, c'est un abonnement complémentaire qu'il faut prendre de manière à bénéficier de cette planification. Et de ce que j'ai pu voir, c'est pas folichon quand même. C'est histoire de dire, même s'ils le vendent en disant maintenant plus de soucis, on vous dit où vous rechargez à combien de pourcents, c'est quand même pas terrible. Mais on l'a pas testé. Ouais, voilà, un jour il faudra qu'on teste ça. Si vous avez une Stellantis avec le planificateur d'itinéraire, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, comment ça fonctionne, etc. Et donc si vous voulez vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Quelqu'un a peut-être posté quelque chose d'intéressant à ce sujet. On va aller à Porto. Ok, donc j'ai pas de planification, ça c'est certain. Ah voilà. Ajouter un arrêt. Là je cherche une station de recharge sur la route. Ah si, c'est pas mal ça. En fait là, putain qu'est-ce que c'est lent. En fait il me donne quand même les stations de recharge sur la route. Ouais, je fais là, Tesla à la Bouère. L'Espéron 2 disponible, normal 50 kW, Total Energy 2 sur 4 disponible 190 kW. Ouais bah écoute, c'est pas si mal. Qui est même les dispos, c'est pas mal quand même. Il te met pas de quel côté de la route c'est, mais voilà. Écoute, c'est à tester, là on fait un test conso, on peut pas tester ça. Mais il y a quand même des options, c'est pas si mal. Et en tout cas, de base, sans parler de planificateur, si tu mets une destination dans le GPS, il t'affiche pas de pourcentage à l'arrivée. Non, juste pour te dire, au niveau du lane assist, là sur l'autoroute, autant sur la route, c'était pas top. Là, on est vraiment bien. J'ai rien à lui dire, j'ai pas eu de coup de volant. Il a pas fait une 208 à prendre une bretelle? Non, elle a pas essayé de prendre une bretelle d'autoroute, une bretelle de sortie. Et j'ai pas eu d'avertissement comme quoi je bougeais pas le volant alors que je le bouge pas beaucoup. Alors c'est pas un volant capacitif, mais il doit être assez sensible. Sur l'autoroute, c'est agréable. En même temps, c'est là où c'est vraiment fait pour être utilisé, ces assistants. Exactement. D'ailleurs, on parle de l'assistant. Est-ce que quand tu as fait des tests, est-ce que tu as fait des tests quand tu doubles, est-ce qu'elle accélère dans la voie, à mi-voie À la limite, si tu veux, j'avais ralentir un peu. Ok. Attends, je suis bien. J'ai ralenti. Allez, je double. Ouais, elle accélère très bien, tu vois là. 115, 118, 120, 124, 127, c'est bon, je t'ai doublé. Est-ce que c'est mieux qu'une Tesla Model 3? C'est mieux qu'une Tesla Model 3. Le régulateur adaptatif Tesla, c'est un des pires au monde. Je le répéterai toujours. Je trouve quand même que pour faire un long voyage, le siège, il est quand même dur. Ah ouais? Ouais, quand même, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre. T'es vraiment très très raide. Enfin, je parle pas de toi quand je dis ça, Alex. Ah ouais, j'ai bien compris. Par contre, au niveau amortissement, sincèrement, c'est bien. C'est un bon compromis entre une certaine souplesse et en même temps une certaine rigidité pour... tu vois, quand tu prends un virage appuyé, la voiture elle se vautre pas. Et en même temps, là, je vois, il y a des petites aspérités sur la route de temps en temps. C'est vraiment trop bien gommé, quoi. J'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Sur la route, sur l'autoroute, là, c'est bien. C'est une petite urbaine qui est meilleure sur l'autoroute, en fait.
Donc c'est marrant, le lane assist, tu m'as dit un truc et ça a l'air d'être vrai. Si je me cale manuellement sur la gauche avec le lane assist activé et que je lâche après, il va rester sur la gauche. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est incroyable ça. Et c'est donc si je me cale plutôt sur la droite et que je lâche... Ouais, il se remet un peu au milieu là. Enfin, ça reste à droite quand même là. Mais en fait, alors si c'est vraiment le comportement du lane assist de cette voiture, c'est du génie absolu. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ça veut dire que si tu roules sur la voie de gauche et que tu te mets un peu sur la gauche et que tu lâches et qu'elle reste à gauche, ça veut dire que tu peux laisser une place au motard tout en étant en lane assist. Bah ouais, c'est top. Et ça, c'est du génie. Hein. Mais ça, je dis, mon pote Kevin, mais il m'avait raconté ça sur sa 208. Donc, Alors ça, c'est un truc que je découvre et je trouve ça incroyablement trop bien. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la seule qui fait ça. À part Mercedes qui, elle, le faisait naturellement. Mais t'avais pas le choix, c'est elle qui le faisait, se caler à gauche. Ouais, mais ça, c'est une obligation allemande. Mais par contre, là, le fait que tu aies la main, et en plus, c'est assez simple, tu as juste à te mettre sur le côté et hop. Bon, pour les habitués de la chaîne qui ont l'habitude qu'on fasse le top 3, flop 3 sur l'autoroute, on va le faire plus tard. On va le faire au moment des consommations. Ça nous laisse le temps de se poser et d'y réfléchir calmement. Et surtout que ça n'a pas de lien avec l'autoroute. Allez, on sort de l'autoroute, c'est terminé. On va pouvoir relever les consos d'autoroute. Bon, alors, pour la première vue, ça fait mal ou. Je dis rien du tout. T'auras la surprise. Ah, bah, tu vas au moins me dire, ça fait mal quand même. Non, je te dis rien du tout. Toi. Ah là, je te mets mal. Ça fait longtemps que je t'avais pas laissé du suspense, je t'avais pas mis mal. Là, je te mets mal, tu sais rien du tout. Ça empêchera pas de dormir, je pense. Il faut avouer que faire les essais très tôt le matin, c'est agréable quand même qu'il n'y ait personne. Hein. Et bien voilà, on est arrivé. Excellent score. Oh merde, il a entendu. Oh putain. Tu sais, je lui crée un suspense et je nique tout parce que je suis incompétent. C'est fou. Allez hop, on fait la photo. Bonjour. Qu'est-ce que je vais te demander maintenant? Un Big Mac, allez, un Big Mac. Ah non, un grec, tiens. Je suis pas restaurateur, ok? Bon, alors on a fini l'autoroute. J'ai tous les chiffres de conso. Maintenant, comme d'habitude, on va les comparer à ceux de la Ioniq 28 et on va calculer c'est les 40% qui va créer la consommation finale et le classement final de cette voiture. Et du coup, la conso normalisée par rapport à toutes les autres voitures qu'on a testées. Comme si on avait testé cette voiture parmi toutes les autres en même temps. On a essayé des voitures sobres, on a essayé des voitures inefficientes et là, on est entre les deux. Est-ce que nous n'aurions pas testé la distance du frein régénératif qui risque d'être assez élevé en distance? Parce que un de ses points faibles, c'est quand même le freinage régénératif qui nous paraît très faible. Donc on va mesurer ça. Et après, on va au bureau, on la remet à charger. On va calculer l'écart à la recharge, c'est-à-dire l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne va réinjecter pour la remettre à 100%. Et après, on vous donne les consos. Allez. Bon bah là on est sur notre route où on fait le test de régène, où avec la voiture on arrive à 80 km/h au régulateur. Et pile ici, bah, on coupe le régulateur et on laisse la voiture s'arrêter jusqu'à l'arrêt complet. Donc quand il n'y a pas de one pédale comme c'est le cas sur la Jeep, bah, du coup les derniers mètres on va les faire à la pédale. Et du coup ça permet de les comparer aux autres voitures qu'on a déjà testées au niveau régène. Et une bonne distance de régène pour nous, pour avoir un bon feeling pour une conduite normale et une pédale, c'est d'avoir entre 120 et 150 mètres. Ouais, parce que en dessous de 120 mètres, eh ben, c'est un peu trop violent et du coup tu joues beaucoup avec l'accélérateur pour pas avoir un ralentissement trop fort. Et au-dessus de 150 mètres, bah là la régène elle est trop faible et tu es obligé de freiner en fait. Donc la JC il se met à 80 en régulateur. Allez, on est à 80, ça y est, je passe devant Alex. Hop, là il coupe le régulateur, les feux s'allument. Allez, j'arrête au frein maintenant parce que vu qu'il n'y a pas de one pédale, c'est où les warnings là-dessus? Et 222 mètres, donc ce qui est beaucoup. 325 mètres. Waouh! Pas mal! Non. 155? T'es fou. Combien? 222. 222? Mais oui, c'est énorme. Ouais. Donc là on va faire un deuxième essai pour avoir quand même une moyenne, au cas où le premier essai n'était pas parfait. Allez, deuxième passage, je coupe. Voilà. Donc là 211 mètres. Mais en fait, tes 320 mètres, c'était pas si... Non, c'était pas si... Là t'as fait 211, donc ça fait un 216 de moyenne quoi. 216, ok. Bon, et bien voilà, le test est terminé. On va recharger la voiture et la mettre à 100%. La prise est à l'arrière gauche. On fait un petit appel de phare à Alex. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on recule. Donc, on peut avoir la caméra arrière en grand ou la caméra arrière plus le faux 360, mais qui est pas si mal en fait. Parce
que tu vois là, pour trouver les lignes, eh ben, on les a bien en fait. On voit ici. Ça fait un peu bidouille, mais ça fonctionne. Donc mode P et on met le frein à main, faut le mettre manuellement, ça c'est dommage. Pour éteindre la voiture, faut appuyer. Ouais, alors il y a toujours le bouton stop and start ici. Maintenant il y a de plus en plus de voitures qui ont pas ce bouton, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Mais t'étais là tout ce temps toi? Et ouais, je reste là, j'attends toujours là, moi. Il y a 2 heures. Voilà, Ça y est, je suis arrivé, c'est bon. voilà, hiver. T'aimes bien ma Jeep Avengère? Non, c'est plutôt Jeep, un peu cher. Ah, fermeture à l'éloignement. Hein, quand on s'éloigne de la voiture, ça se ferme. Et quand on se rapproche, ça s'ouvre. C'est pas mal. Il y a certaines marques qui n'arrivent pas à le faire. Bref. Est-ce que tu veux qu'on regarde des choses? Allez, commençons par le frunk. Le no frunk. Le frein, si, il y a un énorme rangement devant, je t'ai pas dit? Ah ouais, vas-y, je veux voir ça. Alors, faut ouvrir à l'ancienne, évidemment. Hein. Ensuite, ici, il faut choper la petite poignée. Et alors, regarde Ah là. ouais, effectivement. Là, tu peux ranger une carte de recharge ici. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Mieux vaut ne pas ouvrir le... Ah oui, il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin, c'est une tigette. Bon, bref, de toute façon, t'es pas censé y aller souvent. Ouais, hein, vaut mieux pas l'ouvrir, quoi. C'est où si tu dois avoir le lave-glace ici, voilà. D'accord. De profil comme ça, on dirait vraiment... il y a un côté Duster quand même. Hein. On va regarder le coffre vite fait. Allez. Donc, coffre ouverture. électrique. Ouais. On regarde s'il y a l'ouverture à la papate. Je crois pas. Hein. Une ouverture à la papate. Non, mais c'est évident qu'il n'y avait pas. Non, il y avait pas. Il y est. Non. Ah si. Ah bah, j'ai pas appuyé sur le bouton et ça s'est ouvert, donc forcément il y est. Alors attends, ça se trouve c'est comme chez Hyundai où faut te frotter derrière avec ta clé pour que ça s'ouvre? Non, c'est pas ça. J'ai vu les clignotants répondre à un moment. Alors, tu vois qu'il y est le coffre à la papate? Ah ouais. Alors, c'est un coffre de taille. Capture. Ouais, c'est pas très grand. Il y a un énorme double fond de 10 cm. C'est un double fond, je crois même Et d'ailleurs. il y a encore un double fond où là on peut encore ranger des choses. Ouais, là c'est plus la partie crevaison. On pourrait retirer ça là, regarde, filme là. Tu filmes ça là? Oui. On pourrait retirer cette partie et bénéficier d'un coffre un peu plus grand. J'ai la même chose dans la Ioniq 6 et je pense qu'il y a moyen d'aménager mieux ce gros bloc de polystyrène. Oui, voilà. Bon, Donc, on est trappe au de niveau de la recharge. trappe de recharge. Trappe de recharge arrière gauche. C'est comme chez Tesla, ça veut dire que c'est compatible avec les superchargeurs V2, V3. Ouais. C'est plutôt un avantage. On a 2 petits capuchons. Viens voir. Il y en a un qui est un peu inutile, je trouve. Ils sont tout mous, c'est agréable. C'est pas on dirait pas que c'est un truc imprimé en plastique, tu sais. Voilà. Par contre, le T2, il est un peu maintenant. Donc, pour ceux qui savent pas, le T2 pour la recharge à domicile, sur les bornes de ville, etc. courant alternatif. Et Maximum 11 kW. Voilà. Et quand on retire ça, c'est les 2 plots pour le DC, pour passer la grosse puissance, les 100 kW. Et le CCS, du coup, prend le tout. Il Voilà. fait le T2 plus les 2 D'où plots. le nom combo. Combo CCS. Combo. Ils auraient pu dire combo T2, mais. T'es en train de filmer les jantes. mais Est-ce que c'est intéressant de filmer les jantes? Tu sais pas ce que je filme? T'as les têtes derrière l'écran? Non, mais bon, je te connais. Allez, on va la brancher. Attends, je suis pas en face là. Voilà. Et on va la remettre à 100% et on va calculer l'écart à la recharge. L'écart à la recharge, c'est ce qui nous permet de savoir combien la voiture a vraiment consommé pendant tout notre périple. Ça joue aussi dans le classement, évidemment. Bah, surtout que ça fait la différence entre ce que la voiture dit avoir consommé et ce qu'on lui met vraiment en recharge. Et ça, c'est une borne en 7 kW AC, forcément. Monophasé. Forcément. Avec un compteur MID, donc certifié pour compter les kilowattheures. Donc c'est précis. Et évidemment, si vous voulez une borne de recharge comme ça chez vous, ou pas la même, plus petit, plus simple, eh bien, il suffit d'aller sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous le savez, il y a un formulaire, vous le remplissez, vous dites je veux une borne, je veux ci, je veux ça, j'habite là, etc. Et nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans près de chez vous qui vont vous faire des devis. Vous n'êtes pas obligé de signer avec eux, ça vous fait juste des devis comparatifs pour choisir au mieux votre matériel, votre pro, savoir combien vous le payez. C'est sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne, c'est gratuit, sans engagement. Ah, du coup, pourquoi C'est s'en génial. priver quoi? Il ne faut pas s'en priver. Allez, les consommations. Bon, avant de passer aux consommations, on fait un petit top 3, flop 3. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de le faire en fait. Bah ouais, non, on n'a pas oublié, on s'est dit qu'on le faisait là, mais toi, c'est t'avais vrai. oublié de le faire maintenant. C'est ça. Voilà. Alors, première qualité, globalement, C'est une bonne voiture. c'est une bonne voiture. C'est-à-dire que si vous venez à une Jeep Avenger en venant d'une thermique, bah, ça sera que du positif, vous serez content. Deuxièmement, en capacité électrique, la conso, bah, c'est pas mal. Ouais. La recharge,
Bah, c'est plutôt bon au niveau du temps. Troisième point, bizarrement, c'est une meilleure autoroutière qu'une urbaine, quoi, qu'une Ouais. citadine. Voilà. En tout cas, au niveau des aides à la conduite. Ouais. Non, mais pour de vrai, j'avais vraiment des a priori. Et en fait, c'est une bonne voiture. Mais elle a des défauts. Et les défauts, on va les lister maintenant. Il y en Allez. a 3. Le premier, pour Enfin, moi. on va en citer 3. Il y en a peut-être Ouais. plus, mais on Ouais, s'arrête il y en à a- 3. Sérieusement, non, il n'y en a pas tant que ça. Le premier défaut pour moi, vraiment, c'est la régène. Ouais. Trop faible, plus de 200 mètres. C'est-à-dire qu'on est tout le temps obligé de jouer avec le frein. Et ça, c'est pour une voiture électrique, c'est vraiment chiant. C'est déjà ce qui m'avait déçu sur la 208 à l'époque. En fait, je vais l'englober dans un tout. C'est pas une très bonne voiture électrique. Dans le sens où il y a le mode B, Qui se retire. voilà, il y a pas de régène. C'est une voiture un peu datée, quoi. Bah, en Déjà. fait, c'est une bonne voiture en général pour des gens qui ont une thermique. Par contre, quelqu'un qui roule déjà en électrique va se sentir un peu frustré dans la voiture. Ouais, voilà. Deuxième défaut, c'est le lane assist qui est sur les petites routes vraiment horrible. Des coups dans le volant tout le temps. À partir du moment où la chaussée est dégradée, waouh, c'est vraiment très très mauvais, faut le désactiver. Et le troisième défaut de cette voiture, bah, c'est son prix. Ok, En on tout se- cas, dans la version qu'on a là, 46 500 €, clairement, ça les vaut pas. Après, je temporise toujours le prix. Moi, si on a vraiment une envie d'un look un peu sympa, différent, bah, voilà, ça peut se payer, même si on n'a pas acheté une Jaguar pour autant, quoi. En tout cas, dans cette version haut de gamme, c'est trop cher. Après, à 39 000, ça fait un ticket d'entrée à 34. Voilà, vous avez compris. Allez, on passe au conso. Allez, Oh. la ville. Alors la ville, on a fait 15,6 km, le parcours habituel, avec une moyenne de vitesse de 33 km/h et une bonne conso, parce que j'ai fait un 8,7 kWh au 100. Oh putain. Bon, bah, moi, j'ai une bonne conso, j'ai fait 10,4. Ah ouais, j'ai vachement bien. Bah, bien sûr, c'est vachement bien. Être dans les 10, c'est déjà super bien. Hein. Non, c'est une bonne conso. Bon allez, on enchaîne avec la route. Là, on a fait 25 km, une moyenne de vitesse de 60 km/h et une conso de 10 tourons pour moi. Eh bien, j'ai fait 13,3. Ce qui reste quand même ça encore va. gérable. Franchement, Ouais, franchement, c'est raisonnable. c'est plutôt bien. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et l'autoroute. Allez, l'autoroute. Alors, c'est là. l'autoroute, on regarde un peu son avant vraiment effilé. Il y a presque un aileron inversé. On regarde le pare-brise qui est quasiment comme ça. Bon, voilà, on se doute que l'autoroute, ça va pas être génial. Du coup, on a fait 87 km, une moyenne de 118 km/h, donc tout à fait dans la norme. Et une bonne conso quand même, hein, parce que j'ai fait un 14,8. Oh putain. Bon, elle a fait 20,2. Mais je pense qu'au final, quand on va tout remettre, ça fera du 22 en fait. C'est ça. Et du coup, tous les chiffres se retrouvent là avec les pourcentages d'écart. Et justement, je dis au final, quand on va tout remettre, bah, on a tout remis. Et on va voir les tableaux. Ouais, Et c'est toi qui commente. et ouais, c'est ça. Allez, C'est parti. On commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Unique 28. On reprend les 28 derniers essais, plus celui d'aujourd'hui, et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ce qui nous donne 9,3 kWh en ville, 10,2 sur route et 15,5 sur autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai de la Jeep Avenger sur les mêmes tronçons. Soit plus 20% en ville, plus 33% sur route et plus 36% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes: 11,2 kWh au 100 km en ville, 13,5 sur route et 21,1 sur autoroute. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie de la Jeep Avenger, soit 50,8 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes: 454 km en ville, 376 km sur route et 241 km sur autoroute, mais également 169 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 29,56 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous a indiqué avoir envoyé 35,03 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 18,5%. Cet écart est dans la moyenne haute. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 15,3 à 18,1 kWh au 100. Ce qui place la Jeep Avenger à la 18e place sur 29 de notre classement actuel. Le classement le voici. Elle se classe entre la MG5 et la Zoe R110. Elle prend la 18e place de notre classement pour parcourir les 1000 km en 11h06 et 5 recharges. Elle fait les mêmes temps que les Niro et Kona grâce à une meilleure vitesse de charge malgré une consommation plus importante. Si on met en lien la vitesse de charge avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km/h. Ce qui donne 406 km/h pour cette Jeep Avenger. À titre de comparaison, les meilleurs VE font plus du double. Lors du test du freinage natif où l'on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, elle l'a effectué en 216 mètres, ce qui la place à 22e place de notre classement actuel. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site lachinome.fr.
Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, voilà, je sais que tout le monde est triste, petite larme à l'œil chez nos viewers, mais c'est fini, cette vidéo est terminée. Je voudrais remercier moi, deux choses, enfin plutôt deux personnes, Ah ouais. enfin non, une entreprise et des gens. Les premiers c'est Sipa pour nous avoir prêté la voiture, c'est très gentil. Moins 30% en disant que vous venez de la chaîne EV chez Sipa, c'est complètement faux. Ouais. Je voudrais remercier Alan, Matancy et Olivier TV, à qui j'ai posé des questions un petit peu parce que c'est des pros Stellantis. Et ils m'ont répondu. Super rapidement. En fait, ils m'ont tellement répondu. Ils ont discuté entre eux de chauffage. Je n'ai rien compris. Bref, merci à vous. Ils sont déjà encore en train de parler que la vidéo est déjà finie d'ailleurs. Oui, Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais c'est vrai en plus. Ils sont en train de parler, là. Peut-être que là la vidéo n'est pas encore sortie, mais ils sont encore en train d'en parler, donc stop, il est temps dingue. d'arrêter. Il faut arrêter. Je vais fermer le groupe Instagram. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir. Abonnez-vous parce que ça nous aide. Surtout, Rejoignez-nous sur Insta, Facebook et Discord. si vous avez une Avenger, j'arrive pas à me mettre ce nom à la tête. Moi je veux dire que c'est une renégade. Je sais pas Ouais. pourquoi. Si vous avez une Jeep Avenger, n'hésitez pas à poster vos consommations en commentaire. Une Jeep Avenger électrique, hein. Si vous avez une thermique, on s'en fiche des consommations. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Si vous voulez nous contacter, ça se passe plutôt sur Instagram, parce que sur Instagram, il y a un truc de messagerie qu'il n'y a pas sur YouTube. Et nous, on répond à tout. En tout cas, on lit tous les messages, et quand il y a des questions, on répond à toutes les questions sur Instagram. C'est Instagram là, la chaîne EV. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo, surtout qu'il fait hyper chaud quand même là. Pile À la poil. prochaine. Allez, salut pour une prochaine vidéo. Donc là, on n'est pas sur du... Donc là, on n'est pas sur du... Ah, putain. Il est tôt, hein, pour parler. Hein.